كلمة برك فورماليتي ماش. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers consoeurs, chers confrères, nous allons incessamment commencer cette session. Et avant cela, je tiens à remercier l'équipe d'encadrement, dont le professeur Hellel et professeur Ebrir et professeur Lamali, professeur Johri, docteur Adjali. Je pense que j'ai cité tout le monde. Professeur docteur Bourma Djemel. Donc je tiens à les remercier vivement pour leur disponibilité et d'avoir eu l'amabilité de répondre favorablement à notre sollicitation. Et sans plus tarder, je remercie aussi l'assistance d'avoir été aussi nombreuse. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Hellel qui va commencer cette session. Je passe. D'accord. Je vais le dire là. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous pour parler de la dyslipidémie en 2023. Je tiens tout d'abord à remercier bien sûr tous les membres organisateurs de cette journée. Comme à l'accoutumée, ils sont d'attaque et ils sont tous motivés pour essayer d'améliorer au maximum la prise en charge de toutes les pathologies. Hein. Je dirais que ce n'est pas que dans la cardiologie ou dans la diabétologie ou autre. Je tiens tout particulièrement à les remercier pour cette invitation et on va parler en fait des dyslipidémies et quel regard éventuellement pourrons-nous avoir en 2023. Alors on sait pertinemment que la dyslipidémie est une pathologie qui est fréquente en Algérie. Elle concerne, si on suit, je suis désolé si la référence a sauté, c'est l'étude Taïna où on voit quasiment une prévalence de 14% pour aussi bien la dyslipidémie dans l'absolu que dans l'hypertriglycéridémie. Et Dieu sait que cette hypertriglycéridémie, on la voit quotidiennement dans nos consultations. 99% de ces dyslipidémies concernent le type 2A et 2B et 4 de la classification de Frederickson, en l'occurrence dans l'hypercholestérolémie pure pour la 2A, la mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi bien un cholestérol élevé qu'un taux de triglycérides élevé dans la type 2B, et puis on a l'hypertriglycéridémie majeure dans la type 4 de Frederickson. À titre de rappel, bien sûr, nous avons devant nous donc cette classification de Frederickson et on voit pertinemment que le type 2A considère essentiellement un taux élevé. J'essaie de trouver la souris, voilà, on est là. Un taux d'LDL majoritairement élevé. Dans la type 2B, nous allons avoir aussi bien du LDL que des triglycérides, puisque les fractions intermédiaires, en l'occurrence le VLDL, est très riche en triglycérides. Et puis nous avons le type 4, qui sont les plus fréquemment retrouvés, constitués essentiellement d'un taux élevé de VLDL, donc en l'occurrence de taux de triglycérides franchement élevés quand on fait un bilan de nos patients. Ces hyperlipidémies il y a bien sûr les hyperlipidémies primitives et il y a les hyperlipidémies secondaires. Donc éventuellement devant un patient qui a une hyperlipidémie, il faudrait peut-être songer à rechercher une étiologie parce que ce qui va primer bien sûr c'est d'abord de traiter l'étiologie pour voir éventuellement si cette dyslipidémie persiste et éventuellement apporter une thérapeutique appropriée. Bien sûr, à chaque fois que nous sommes dans une situation d'hyperlipidémie primitive, il y a un terrain génétique et puis auquel vont s'additionner les facteurs environnementaux, en l'occurrence notre façon de manger, notre façon de bouger. Tous ces paramètres vont influer justement ou vont être à l'origine de cette dyslipidémie qui malheureusement guette nos patients et est à l'origine de complications que l'on va voir ensemble. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de voir ensemble deux vignettes cliniques. Madame Nadia, âgée de 48 ans, qui est en surpoids, mais qui est surtout en obésité androïde, qui fait de la randonnée 2 fois par semaine avec ses amis, le mardi et vendredi, à raison d'1h30 par séance. Pression artérielle en consultation à 121-80 mm de mercure. Et puis le bilan de notre patient, on retrouve
une glycémie à 1,06, glyquée à 5,6, donc on est relativement tranquille d'un point de vue métabolique, en tout cas pour l'instant. Bilan lipidique qui révèle un cholestérol total à 1,60, donc vous voyez qu'il n'est pas forcément élevé, un HDL à 0,35 qui est forcément bas, avec un taux de triglycérides à 4,50 g et un LDL cholestérol. Le laboratoire vous répond en disant je ne peux pas calculer le LDL cholestérol par la formule de Friedwald, à partir de 4 grammes, on sait que cette formule n'est plus applicable. Dans les antécédents, on retrouve familiaux du diabète et de l'hypertension artérielle. En regard, on voit son époux, M. Ammar, âgé de 56 ans, diabétique depuis 8 ans, avec un BMI kiff-kiff en surpoids et un tour de taille à 104, c'est-à-dire qu'on a une obésité androïde, un tabagisme chronique, pression artérielle moyenne en consultation de 130-80 mm de mercure. Notre patient est déjà au stade de complication de microangiopathie, en l'occurrence, donc une rétinopathie diabétique non proliférante. On voit tout à fait en bas de cette plaque, il y a également un RAC positif, donc une microalbuminurie associée. Et puis, on a également ce patient avec un bilan glycémique 6,8 d'hémoglobine glyquée, donc qui semble être à l'objectif, un cholestérol total à 1,92, un HDL à 0,34, un taux de triglycérides à 2,10. Donc on voit qu'il y a une tendance de ressemblance en matière de cette dyslipidémie, sauf qu'on a un taux franchement élevé chez l'épouse et un taux de triglycérides modérément élevé chez l'époux, avec un HDL bas et un taux de cholestérol total pas forcément élevé. Alors, on sait pertinemment que quand on est dans des situations d'obésité androïde, on est en surrisque, notamment surrisque de maladies cardiovasculaires, puisque cette obésité androïde constitue un véritable organe endocrine, et cet organe endocrine est pourvoyeur de complications, en l'occurrence d'une dyslipidémie hétérogène, d'une pré- ou une hypertension artérielle, d'un pré- ou diabète déjà installé, et tous ces facteurs de risque vont agresser continuellement la cellule endothéliale, elles vont être à l'origine d'un stress oxydatif qui va engendrer finalement une dysfonction endothéliale. Cette dysfonction endothéliale, c'est la porte ouverte à la maladie athéromateuse. Et puis on sait certainement que quand on a un taux de taille élevé, un taux de triglycérides élevé, nous sommes dans le tableau du syndrome métabolique et on sait pertinemment que ces complications cardiovasculaires du syndrome métabolique engendrent ou entraînent une surmortalité et une surmortalité cardiovasculaire. Ça, ce sont des données qui sont prouvées, référencées. Et quand on regarde un peu les facteurs de risque de la population algérienne, on se réfère à cette étude ACE publiée en 2014, dans laquelle l'Algérie a participé au même titre que les 14 autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui ont analysé les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que que la dyslipidémie et que l'obésité androïde occupent le devant de la scène, c'est-à-dire c'est les facteurs de risque les plus fréquemment retrouvés dans cette population dont fait partie l'Algérie. Et que dans cette étude, la première cause de mortalité était justement la mortalité liée à la maladie cardiovasculaire et que la dyslipidémie était retrouvée à hauteur de 62% dans cette population algérienne. Donc c'est quasiment 6 patients sur 10 algériens présentaient une dyslipidémie, principalement dans le milieu urbain comparativement au milieu rural. Et malheureusement, cette dyslipidémie, elle augmente avec l'âge, elle touche particulièrement les patients âgés entre 44, 45 ans et 70 ans. Donc vous voyez, c'est la tranche d'âge la plus vulnérable et que 24% de la population algérienne avait un taux de cholestérol élevé à hauteur de 1,90 g et plus, soit traité ou pas encore traité. Et malheureusement, donc cette dyslipidémie, comme elle occupe le devant de la scène de la maladie cardiovasculaire, elle est responsable de la maladie cardiovasculaire, cette maladie cardiovasculaire qui est malheureusement mortelle. Quand on voit en 2019, plus de 18 millions ont été répertoriés à travers le monde, donc dû à cette mortalité cardiovasculaire, l'Algérie n'est pas en reste. 98 000 patients, 98 000 décès enregistrés en 2019 liés justement à cette maladie cardiovasculaire, si bien que les recommandations, qu'est-ce qu'elles nous incitent à faire? C'est de stratifier le risque cardiovasculaire de tout patient qui a des facteurs de risque, c'est-à-dire devant toute situation de diabète, d'hypertension artérielle, d'obésité, de surpoids, de bilan lipidique perturbé, il faut s'arrêter, il faut se dire je vais stratifier le risque cardiovasculaire de mon patient, c'est-à-dire je dois identifier l'ensemble des facteurs de risque. Donc finalement, on fait un bilan exhaustif des facteurs de risque. Pourquoi on fait un bilan exhaustif des facteurs de risque? C'est pour identifier le besoin de chacun. On ne va pas traiter tous les patients de la même manière, c'est en fonction de leur niveau de risque que l'on va cibler des objectifs, mettre les thérapies nécessaires pour atteindre ces objectifs. Quand on regarde le bilan de notre patient et de notre patiente, Madame Nazia qui a un taux d'HDL à 0,35, un taux de triglycérides à 4,50, un LDL non calculé et un cholestérol à 1,60, on regarde celui de M. Armal, son époux, un HDL pareil, bas, avec un taux de triglycérides élevé et un LDL pas forcément élevé.
quel pourrait être leur risque cardiovasculaire chez ces patients et comment allons-nous interpréter leur bilan lipidique? Les recommandations nous incitent à chaque fois que l'on mesure ou qu'on recherche une anomalie du bilan lipidique, d'aller calculer ou d'aller mesurer tout simplement les paramètres, les 4 paramètres que l'on a l'habitude de mesurer chez nos patients: cholestérol total, HDL, LDL et taux de triglycérides. Vous voyez que c'est une recommandation de classe 1. Le non-HDL cholestérol, lui, par contre, il trouve sa place dans quelle situation? Principalement chez les patients qui ont un taux de triglycérides élevé, ça nous rappelle un peu nos patients. Chez les patients diabétiques, pourquoi pas, les obèses, les sujets obèses, et puis les personnes qui ont un taux d'LDL spontanément bas. Et c'est une recommandation de classe 1. On peut également mesurer les ApoB. Alors les ApoB, c'était, j'allais dire, en vogue à un moment donné. Ensuite, ils ont perdu un petit peu de leur importance et ils ont tendance à revenir un petit peu aujourd'hui dans les recommandations. Et c'est une recommandation de classe 1 chez les patients qui présentent un taux de triglycérides élevé, les diabétiques, les obèses, les sujets qui présentent un syndrome métabolique, et vous revoyez également un taux d'LDL cholestérol spontanément bas. Si bien que le non-HDL cholestérol, aujourd'hui, il est inclus dans la stratification du risque du patient à risque cardiovasculaire, dans le score 2-HOP et 2-HOP pour les personnes âgées. Il a remplacé le cholestérol total dans la grille score initialement qui avait été établie avant le score 2. Aujourd'hui, on regarde le non-HDL cholestérol, c'est ce qui nous permet de stratifier le risque, à l'inverse des recommandations initiales où on retrouvait le cholestérol total. Alors, si on doit stratifier le risque cardiovasculaire du patient, ce n'est pas compliqué, c'est que ça a un objectif derrière. Quel est l'objectif? C'est finalement savoir quel est le niveau de risque de mon patient, pour savoir à quel moment on doit instaurer des mesures hygiéno-diététiques, à quel moment faut-il également instaurer un traitement pharmacologique, pour quel objectif. Donc voilà un peu le but, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on fait des choses bien précises et qui obéissent à des recommandations bien claires avec un objectif bien défini. Donc finalement, si on devait revenir à nos patients, quels sont les risques de Madame Nadia et quel est le risque cardiovasculaire de Monsieur Aoumal? Si je venais à poser la question, qui dirait que Madame Nadia est à risque faible ou à risque modéré? À main levée dans la salle? Vous pensez qu'elle est à risque léger ou à risque modéré? Ok, on passe à Monsieur Aoumal. Est-ce qu'il y a peut-être plus de personnes qui vont se mouiller pour M. Aoumal? Est-ce qu'on pense que M. Aoumal est à risque cardiovasculaire modéré ou bien élevé ou très élevé? Qu'est-ce que vous diriez? Élevé à très élevé. Alors, pour rappeler un patient diabétique à risque cardiovasculaire très élevé, ce n'est pas compliqué. C'est les patients qui ont une fonction rénale abaissée en dessous de 30 ml par minute de clearance, ou alors les patients qui ont une fonction rénale qui est modérément diminuée, c'est-à-dire à 45 ou entre 45 et 59, associés à une microalbuminurie, ou ayant une macroalbuminurie 300 mg par 24 heures, ou alors c'est des personnes qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, c'est-à-dire que nous sommes dans la prévention secondaire, ou alors les patients qui ont une triple atteinte microangiopathique. Notre patient a une double atteinte microangiopathique. Donc d'emblée, on peut éliminer le très haut risque cardiovasculaire, et concrètement, notre patient est effectivement à risque cardiovasculaire élevé, alors que son épouse est à risque cardiovasculaire modéré. Pourquoi on fait ça? C'est pour savoir où on va. On a une ligne de route, et la ligne de route nous dit que chez Madame Nadia, il faut cibler un taux de LDL cholestérol en dessous de 1 g par litre. Par contre, chez son époux, il va falloir descendre plus bas, c'est-à-dire faire baisser le LDL cholestérol en dessous de 0,70 g par litre. Que disent les recommandations? À chaque fois qu'on a un patient à risque cardiovasculaire, premier objectif, c'est d'atteindre l'objectif du LDL cholestérol. Donc, vous voyez, ça veut dire que chez mes deux patients qui ont un risque cardiovasculaire, l'une modérée, l'autre élevée, mon premier objectif, c'est de mettre une statine pour faire baisser le LDL cholestérol à l'objectif. Et la statine, elle va être bien sûr dépendante du niveau de baisse du LDL cholestérol escompté. C'est-à-dire si je suis chez une patiente ou un patient qui est à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, je sais pertinemment que la baisse du LDL cholestérol doit être d'au moins 50% de sa valeur initiale, et ce n'est pas compliqué. Pour ce faire, il y a deux statines qui nous permettent de le faire. C'est l'atorvastatine à 40 et 80, et puis la rosuvastatine à partir de 20 mg. Donc vous voyez que c'est bien défini. Et regardez ce qu'elles disent les recommandations. C'est d'abord la statine que je vais mettre chez un patient à risque cardiovasculaire. C'est étonnant. J'ai une patiente qui a 4,50 g de taux de triglycérides, et qui est à risque cardiovasculaire modéré, et pourtant, c'est d'abord une statine que je dois mettre. Donc le message est bien clair, même chez les patients qui ont un taux de triglycérides élevé au-delà de 2 g par litre. C'est une recommandation de classe 1. Alors, concrètement,
chez notre patient qui est diabétique, il va falloir faire baisser son taux d'LDL cholestérol selon les recommandations d'au moins 50% de sa valeur initiale ou alors avec un objectif en dessous de 0,7 g par litre. C'est une recommandation de classe 1 avec le niveau de preuve le plus élevé. Et indéniablement, que l'on soit en situation de prévention primaire ou prévention secondaire, toutes les statines ont largement démontré l'importance de faire baisser le LDL cholestérol pour faire baisser le risque cardiovasculaire de nos patients. Et je disais tout à l'heure, quand on doit cibler un LDL en dessous de 50% de sa valeur initiale, ce n'est pas compliqué, il y en a deux qui le font, Atorva à partir de 40 et Rosuva à partir de 20 mg par jour. Qu'en est-il maintenant de la place des fibrates? Est-ce qu'ils ont leur place? Malheureusement, dans l'étude FIELD, on voit pertinemment que l'utilisation de la fibrate a raté le coche, puisque l'objectif primaire qui était la réduction des événements cardiovasculaires majeurs et de la mortalité cardiovasculaire a été raté. C'est-à-dire l'objectif n'a pas été atteint. Et donc, les fibrates ont perdu de leur puissance en matière de prévention primaire, notamment dans la réduction du risque cardiovasculaire. Qu'en est-il des éthymibes? Regardez, je vous invite à voir ici. Nous avons en rouge, les patients diabétiques, en bleu les patients non diabétiques. Je suis désolé si je me trompe de couleur, je fais une dyschromatopsie. C'est juste pour dire que les patients diabétiques trouvent indéniablement un intérêt ou une efficacité avec les éthymibes, qui est l'inhibiteur de l'absorption du cholestérol au niveau intestinal, mais par contre en association avec la statine. Donc, si on a bien compris, les éthymibes ça marche, mais ça marche en association avec la statine. Donc la statine reste encore indétrônable. Et puis quand on voit les PCSK9, que l'on soit dans le Repata, donc la molécule d'Amgen, ou dans la molécule de Sanofi qu'on va voir dans un instant, on voit que la réduction du MACE, que l'on soit dans le MACE 5 points ou le MACE 3 points, il y a indéniablement un intérêt à mettre un PCSK9 inhibiteur chez ces patients, mais encore une fois, dans cette étude, c'est en association des statines. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, en 2023, la statine reste indétrônable en matière de réduction du risque cardiovasculaire. Je disais que ce soit avec le Repata ou avec le Praluent de Sanofi, le constat est absolument le même et c'est en association avec la statine. Qu'en est-il des oméga 3? On entend parler de ces oméga 3, notamment l'écosapentaenoïque acide, parce qu'il y a un autre, mais c'est l'écosapentaenoïque acide qui a été reconnu dans les recommandations. On a, avec l'étude Reducit, la preuve que l'on soit dans le MACE 5 points ou le MACE 3 points, quand on rajoute de l'écosapentaenoïque acide à une statine, on réduit de manière significative les événements 5 points ou les événements 3 points, donc les événements cardiovasculaires durs. Mais par contre, quand on va dans le détail de cette étude, regardez ce qui est encadré en rouge, la population la plus concernée de cet intérêt, c'est encore une fois les patients qui ont quoi? Qui ont un HDL bas et un taux de triglycérides élevé. Donc vous voyez que cette notion d'HDL bas, triglycérides élevés, on l'a retrouvée dans l'étude Reducit, donc avec l'écosapentaenoïque acide. Et si on revient un petit peu en arrière, on va réaliser que dans pas mal d'études, et on va les voir ensemble, que cette notion de triglycérides élevés, HDL bas, était un bénéfice pour certaines classes thérapeutiques et non pas que pour l'écosapentaenoïque acide dans cette population ou dans ce sous-type de population particulière. Alors, on va y revenir. Par contre, on revient à notre patient Nadia. Nadia qui est à risque cardiovasculaire modéré, rappelez-vous, et les objectifs, elles nous disent qu'il faut faire baisser le LDL cholestérol en dessous de combien? En dessous de 1 g par litre. Mais comme on n'a pas d'LDL cholestérol chez notre patiente, on ne peut pas le calculer, à moins de le mesurer, on va se référer à quoi? On va se référer au non-HDL cholestérol. Rappelez-vous, on disait que le non-HDL cholestérol était intéressant chez les patients qui avaient un taux de triglycérides élevé. Et c'est le cas. Et on sait pertinemment que l'objectif du HDL cholestérol, c'est celui du LDL auquel on rajoute du 0,30 g par litre, le 0,30 qui ne concerne en fait que les fractions intermédiaires, c'est-à-dire, puisque quand on dit non-HDL cholestérol, c'est cholestérol total moins le bon cholestérol qui est l'HDL cholestérol. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on garde? On garde à la louche le LDL, mais aussi les formes intermédiaires, VLDL, IDL, triglycérides. Donc vous voyez qu'à la louche, on ramasse tout ce qui est mauvais, mais bien sûr, le plus nocif, ça reste le LDL cholestérol. Voilà pourquoi c'est celui-là qui sort en premier dans les recommandations. Mais à défaut de pouvoir garder le LDL, on va ramasser tout le reste, c'est-à-dire toutes les autres formes intermédiaires qui sont également athérogènes, mais certainement moins athérogènes que le LDL cholestérol. Et puis, le taux de triglycérides, idéalement, serait qu'il soit abaissé en dessous de 1,50 g, c'est ce que disent les recommandations. Finalement, on revient à notre patiente.
cholestérol total 1,60, HDL 0,35, cholestérol triglycéride à 4,50. Quand on calcule le non-HDL cholestérol, ça nous fait du 1,25. Si mon non-HDL cholestérol est à 1,25, chez ma patiente, est-ce que je suis à l'objectif en matière de risque cardiovasculaire ou en matière de LDL ou non-HDL cholestérol? La réponse est oui, puisque je dois descendre en dessous de 1 gramme et je suis spontanément à 1,25 en matière, pardon, en dessous de 1,30 pour le non-HDL cholestérol et je suis spontanément à 1,25. Donc concrètement, chez cette patiente, mon objectif en matière de LDL cholestérol est atteint. Et qu'est-ce qu'elles disent les recommandations? Si je dois cibler le cholestérol, le triglycéride de mon patient, ce n'est que lorsque le taux de LDL cholestérol est à l'objectif. Dans la mesure où, d'un point de vue LDL ou fraction intermédiaire, en l'occurrence non-HDL cholestérol, je suis à l'objectif, et que mon patient est à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, à ce moment-là, je regarde le taux de triglycérides. Et c'est une recommandation de classe 2B. Et à ce moment-là, si mon taux de triglycérides reste supérieur ou égal à 2 grammes, qu'est-ce que je peux faire? J'associe, si j'ai déjà mis une statine, j'associe un fibrate. Sinon, je vais m'inquiéter de ce taux de triglycérides qui est thrombogène, qui est athérogène, qui est thrombogène, pardon, pas forcément athérogène. Et finalement, les fibrates, comment ça fonctionne? Donc, ce sont donc les agonistes des récepteurs PPAR-alpha. Ça permet de réduire le taux de triglycérides de 30 à 50%, ça permet d'améliorer le HDL cholestérol de 5 à 15%, donc de manière modeste. Ça fait baisser le LDL cholestérol de manière également modeste, pas plus de 25%. Par contre, quand on voit d'un point de vue risque cardiovasculaire, que l'on soit en situation de prévention primaire, vous avez l'étude HAS, vous avez les situations de prévention secondaire ou primo-secondaire, à chaque fois que l'on regarde les fibrates, regardez, là où ça marche le mieux, là où on a un P significatif, que l'on soit en prévention primaire ou que l'on soit en prévention secondaire ou primo-secondaire, à chaque fois que ça marche, quand on regarde, ce sont les patients qui ont un taux d'HDL bas et un taux de triglycérides élevé. Donc vous voyez que, encore une fois, et regardez ici on cite l'étude FIL, alors que je disais initialement que l'objectif primaire n'avait pas été atteint. Mais quand on regarde dans les sous-populations de cette étude, on s'aperçoit que en mettant un fibrate, ça marche à condition qu'il y ait un HDL bas et un taux de triglycérides élevé. Donc c'est intéressant puisque dans la mesure où la plupart de nos patients diabétiques, syndrome métabolique, etc., ils n'ont pas forcément un LDL élevé, mais pourtant, ils ont un HDL bas et un taux de triglycérides élevé. Mais attention au risque cardiovasculaire. Ça veut dire que si je décide de mettre un fibrate, c'est-à-dire que j'ai stratifié le risque cardiovasculaire de mon patient, c'est-à-dire que mon taux d'LDL cholestérol est à l'objectif et ce n'est qu'à ce moment-là que je vais regarder le taux de triglycérides parce qu'on sait qu'il y a un risque résiduel chez ces patients-là. L'étude ACCORD, chez les patients diabétiques, exactement le même constat. L'étude ACCORD, l'objectif primaire était raté et on s'aperçoit que par contre, chez les personnes qui avaient un taux de triglycérides élevé et un taux d'HDL cholestérol bas, ces patients-là, le fait de rajouter un fibrate, en apportait un bénéfice cardiovasculaire chez ces patients avec une baisse de 17% et avec un P tout à fait significatif dans cette sous-population. Donc, à l'unanimité, risque cardiovasculaire égale statine. Une fois que mon objectif est atteint, je regarde le taux de triglycérides. Si mon patient est à risque cardiovasculaire élevé, gardant un taux de triglycérides au-delà de 2 grammes par litre, je peux ou je suis en mesure de rajouter un fibrate en plus de la statine parce que ça marche sur le plan cardiovasculaire, mais dans une population particulière, ça marche également dans les complications microvasculaires ou microangiopathiques, rétinopathie, néphropathie, amputation. Alors, quand on revient un peu à la réalité du terrain, il faut quand même faire perdre du poids à notre patient. Même si nos patients, nos deux patients, que ce soit Mme Nadia ou M. Armal, sont en surpoids, mais ils sont en obésité androïde, et on sait pertinemment cette obésité androïde qui est un véritable organe endocrine pourvoyeur de complications. Donc impérativement, il faut faire perdre du poids à nos patients. Le fait de leur faire perdre du poids, qu'est-ce qu'on améliore? On améliore le profil lipidique, en l'occurrence l'augmentation du HDL cholestérol, la baisse des triglycérides, réduction des événements cardiovasculaires, même de niveau de pression artérielle, sans oublier bien sûr la qualité de vie de nos patients. Donc, on passe obligatoirement par les modifications thérapeutiques de style de vie, l'activité physique, l'alimentation. L'alimentation méditerranéenne, nous y sommes en plein, donc il faut peut-être retrouver un peu nos anciennes habitudes, comment mangeaient nos grands-parents et nos parents, et y revenir a fortiori.
Bien sûr, les apports en énergie lipidique, j'allais dire la ration lipidique ne peut pas être diminuée, elle est de 25 à 30% pour le bon équilibre alimentaire en l'occurrence. Par contre, on va privilégier bien sûr les graisses mono et polyinsaturées dans notre façon de manger, notamment l'huile d'olive. Pourquoi? Puisque nous sommes dans une région où l'huile d'olive devrait être si ce n'est pas la meilleure, puisque j'ai vu que, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a une huile d'olive algérienne qui a été classée première à plusieurs, j'allais dire dans plusieurs concours d'huile d'olive à l'échelle mondiale. Je parle de l'Italie, je parle de la Grèce. Donc vous voyez que ce n'est pas une huile d'olive réservée à l'Algérie. Ce risque résiduel est malheureusement réel, puisque quelle que soit la thérapeutique que l'on mette chez notre patient, on ne peut pas avoir un risque cardiovasculaire nul. Et quand on regarde un peu ce qui se fait dans la littérature, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un risque résiduel, il peut concerner plusieurs paramètres. Il peut concerner le LDL cholestérol qui est malheureusement souvent non à l'objectif. Ça peut concerner le diabète qui n'est pas l'objectif, la lipoprotéine A, et on va en parler, la CRP ultrasensible, donc l'état inflammatoire morbide, et éventuellement le score calcique pour reclassifier le risque cardiovasculaire de nos patients. Je disais que c'était une réalité en Algérie dans l'étude Cepheus. Moins de 6 patients sur 10 étaient à l'objectif en matière de LDL cholestérol. Vous voyez ici, c'est encadré. Moins de 6 patients sur 10 étaient à l'objectif sous statine. Et quasiment 6 patients sur 10 étaient à l'objectif quand on associait statine et fibrate. Donc il y a encore du chemin à faire, il y a encore un travail à faire. Et c'est pour ça que dans les recommandations de l'AHA, donc la American Heart Association en 2022, donc le dernier congrès américain de la cardiologie, ben on a identifié, si vous voulez, ce risque résiduel après que les patients aient été mis dans un premier temps pour traiter le risque cardiovasculaire par statine et ezetimibe. Le risque résiduel qui persistait pouvait concerner un LDL cholestérol qui restait au-dessus de 1 g par litre, un état inflammatoire morbide, en l'occurrence une CRP ultrasensible au-delà de 2 mg. Malheureusement, le risque thrombogène, on ne peut pas l'évaluer, on n'a pas de marqueur biologique, un taux de triglycérides au-delà de 1 g, et cette lipoprotéine A au-delà de 50 mg par litre. Alors, cette notion de lipoprotéine A, également au même titre que la CRP ultrasensible, au même titre que l'ApoB, a été évoqué dans des données donc, de la littérature à un moment donné pour évaluer le risque cardiovasculaire. Et puis ces données biologiques n'ont pas été retenues. La preuve, c'est qu'encore une fois, en 2023, on parle en première position du LDL, triglycérides, cholestérol total, HDL, à la limite le non-HDL cholestérol. Pourtant, les Canadiens l'ont déjà inclus en disant que chez les patients qui sont à risque cardiovasculaire, on devrait mesurer au moins une fois dans la vie cette lipoprotéine A. Cette lipoprotéine A, lorsqu'elle est supérieure à 50 mg par décilitre, constitue en soi un risque cardiovasculaire supplémentaire chez nos patients. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui bougent en matière de recommandation et très probablement cette lipoprotéine A va être inclue au même titre dans le bilan lipidique, au moins une fois dans la vie, de nos patients à risque cardiovasculaire. Et si on en parle, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on dépasse cette première étape devant le risque résiduel, dans une deuxième situation, on nous incite à mettre malheureusement une molécule que l'on n'a pas encore en Algérie, sont les inhibiteurs PCSK9, pour finalement impérativement faire baisser cet taux d'LDL cholestérol en dessous de 1 g par litre. En cas de CRP ultrasensible élevé, on nous recommande de placer de la colchicine, donc comme traitement de fond chez ces patients pour réduire ce risque inflammatoire athérogène également. En cas de situation thrombogène, on nous recommande d'utiliser du rivaroxaban et puis éventuellement rajouter des fibrates chez les patients qui gardent un taux de triglycérides élevé, supérieur ou égal à 1 g par litre. Par contre, chez les patients qui ont une lipoprotéine A élevée, ben chez ces patients, il y a une nouvelle classe qui apparaît aujourd'hui dans le marché international, ce sont l'ARN interférent. L'ARN interférent qui a également une action et qui nous permet de faire baisser même le cholestérol jusqu'à 90% de sa valeur initiale, ce qui n'est pas négligeable. Alors, vous allez me dire, l'eicosapentaenoïque se trouve où ici? Ben, si pendant longtemps, puisqu'en 2013, l'eicosapentaenoïque a eu la première AMM aux États-Unis dans l'hypertriglycéridémie majeure, l'hypertriglycéridémie modérée a suivi juste après. Hypertriglycéridémie majeure, je rappelle que c'est d'un taux de triglycérides supérieur ou égal à 5 g, modéré, c'est au-delà de 2,50. Ben, clairement, aujourd'hui, l'eicosapentaenoïque est dans les recommandations américaines, vous voyez, et
reconnaît aujourd'hui les bienfaits de l'eicosapentaenoïque, qui est l'oméga 3. Donc, vous voyez, ce sont les graisses dérivées ce sont les oméga 3 dérivés des graisses de poisson purifiées, et on leur reconnaît j'allais dire, ces avantages en matière d'effet sur le taux de triglycérides. Je cherche toujours cette souris, c'est pas grave, voilà, c'est ici. Quant à la baisse des triglycérides, rappelons-nous, premier AMM aux États-Unis, c'était justement dans l'hypertriglycéridémie majeure, un effet en plus antithrombogène, mais en plus anti-inflammatoire. Donc grâce à ces trois paramètres qu'on reconnaît aujourd'hui pour l'eicosapentaenoïque, je pense que dans les années à venir, on va peut-être entendre de plus en plus parler de ces oméga 3, en l'occurrence l'eicosapentaenoïque et non pas un autre, parce qu'il y a un deuxième oméga 3 sur le marché. Ce qu'on peut garder en tête, c'est que la maladie cardiovasculaire est quand même la principale cause de mortalité en Algérie. On l'a vu dans l'étude ACE. La dyslipidémie est une affection fréquente également, et que moins de 6 patients sur 10 sont à l'objectif, que l'on soit en monothérapie ou en bithérapie en association statine-fibrate. Ça témoigne probablement d'une certaine inertie thérapeutique, d'où l'intérêt d'une sensibilisation régulière de la population, mais aussi des praticiens de la santé, d'où notre rôle aujourd'hui réuni ici, afin d'optimiser la prise en charge de la maladie, en l'occurrence en passant par l'observance thérapeutique, l'objectif thérapeutique, car le cholestérol reste une cible majeure pour atteindre une mission finale qui est laquelle tous notre rôle ici réunis, c'est de faire baisser au maximum la mortalité de nos patients à risque cardiovasculaire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Je ne sais pas si on entame les questions. Voilà. Il y a des questions dans la salle. On peut allumer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Un régime alimentaire et de l'activité physique. Il pesait plus de 120 kilos. Au bout de 6 semaines, il est revenu me voir avec une perte de poids de 22 kilos, un régime strictement des légumes, plus de pain, plus de sucre, plus de rien du tout. J'ai refait les triglycérides, ils étaient revenus à 4 grammes. Puis, après une dizaine d'années, il a développé un diabète, un IDM. La deuxième question, c'est pour l'hésitimie. Vous avez dit que l'hésitimie empêche l'absorption du cholestérol intestinal. Mais la majeure partie du cholestérol dans notre organisme qui est circulant, c'est le métabolisme et la synthèse endogène. Tout à fait. Donc, tout à fait. Merci. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Pour la première question en matière de triglycérides, c'est pas compliqué. On voit des jeunes de 20 ans à nos consultations, même quand on fait un bilan lipidique, on a en général un bilan lipidique correct. On voit ces mêmes personnes 10 ans plus tard, ils ont donc 30 ans ou 35 ans, entre-temps ils se sont mariés, ils travaillent, ils mangent bien, ils ont une belle bagnole, une belle voiture, et pas d'activité physique parce qu'ils sont pris dans l'engrenage du quotidien, et ils ont un tour de taille qui commence à augmenter. Donc chez ces patients-là, on fait un bilan lipidique pour une raison ou pour une autre. Qu'est-ce qu'on voit? Premier paramètre, triglycérides qui commencent à augmenter. C'est pas compliqué. La ration énergétique que l'on consomme, compte tenu d'hydrates de carbone, ces hydrates de carbone, ils passent dans la circulation splanchnique, ils vont être stockés majoritairement au niveau du foie, la forme glycogène, donc que tout le monde connaît. L'excédent va passer dans la circulation, il va être stocké dans le foie sous forme de glycogène encore une fois. L'excédent de sucre va se transformer en acide gras, puis en triglycérides pour être stocké dans le tissu adipeux. Et donc, quand on a des taux de triglycérides élevés, ça veut dire que la ration énergétique ou la ration en hydrates de carbone dépasse les besoins de l'organisme. C'est pas compliqué. Donc, c'est une simple balance. Vous voyez, donc, il est clair que tous les patients qui ont un déséquilibre alimentaire, qui ont un excédent, moi j'ai vu un patient qui était venu pour un diabète inaugural qui avait 20 grammes de taux de triglycérides. Mais c'est pas compliqué, l'interrogatoire disait que cette personne prenez 4 à 5 bières, excusez-moi du terme, 5 à 5 bières par jour, en plus de l'alimentation sucrée, en plus des sodas, donc la limonade, etc. Donc une hygiène de vie chaotique.
Ben, chez ce patient, le fait d'arrêter tout apport en hydrate de carbone, d'arrêter la consommation d'alcool, le taux de triglycérides a chuté effectivement aux alentours de 4 grammes. C'est pour vous dire que c'est une question de balance. Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Et le premier paramètre que l'on doit corriger, c'est justement cette assiette. Donc le fait d'arrêter ces excès alimentaires, de bouger plus, donc la ration de dépenses énergétiques vont augmenter, et par conséquent, on commence à brûler ces acides gras et ces triglycérides. Quand vous voyez quelqu'un qui a un taux de triglycérides élevé, demandez-lui de bouger un peu plus, non pas une demi-heure, parce qu'on sait que dans les 30 premières minutes, on va consommer la ration énergétique à partir des sucres. Au-delà de 30 minutes, on commence à brûler les graisses. Et donc, idéalement, c'est de faire une activité physique modérée, de fond, et non pas une activité de compétition. Ensuite, la plupart des patients qui ont un taux de triglycérides spontanément élevé, donc d'un point de vue génétique, nous sommes dans la 4 et la 5 de Frederickson. Ces patients-là ont spontanément, même s'il est longiligne, il a un taux de triglycérides qui est à 12, à 15, à 16, à 20 grammes par litre. Et c'est chez ces patients-là qui, de prime abord, ne sont pas à risque cardiovasculaire, pour lesquels il va falloir, en plus des mesures génétiques, parce que ça ne suffira pas, mettre un traitement à base de fibrate. Sinon, en situation de risque, notamment un diabétique, c'est d'abord une statine que je vais mettre. Voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième, c'était les éthymibes. Alors, les éthymibes, ils inhibent l'absorption intestinale du cholestérol, et il est clair que, on va dire, 1/3 seulement de notre taux de cholestérol provient de l'alimentation, les 2/3 vont provenir essentiellement de la sécrétion endogène à partir des hépatocytes. Et c'est pour ça que, quand on regarde toutes les recommandations, vous avez vu, on a parlé de statine, de fibrate, des éthymibes, on a parlé des PCSK9 inhibiteurs, on a parlé de l'éicosapentaenoïque acide, aucun n'a remplacé les statines. Ben, c'est pas compliqué parce que la source principale du cholestérol reste la production hépatique. Donc c'est celle-là qu'il faut freiner en premier. Les autres ne font que renforcer l'action de la statine. Les éthymibes vont majorer l'efficacité de la statine. Vous voyez, donc... oui. Je voudrais poser une question au sujet des hypertriglycéridémies. Vous avez cité les hypertriglycémies familiales. C'est des hyperglycémies familiales. Elles existent ou elles sont à risque cardiovasculaire élevé, c'est ça? Parce que généralement, on voit que les patients, s'ils ne sont pas pris en charge, s'ils ne sont pas suivis, si on ne fait pas baisser les triglycérides qui baissent avec la thérapeutique actuelle, généralement, ils finissent par des infarctus très jeunes. Et j'en connais des familles où ils disparaissent à 20 ans, à 40 ans. Oui. Alors, taux de triglycérides élevé, il n'est pas reconnu. Parce que regardez, quand vous voyez le scénario de l'athérosclérose, on a des facteurs de risque qui agressent la cellule endothéliale, un stress oxydatif, dysfonction endothéliale, les portes sont ouvertes à l'athérosclérose. Donc, le scénario même de l'athérosclérose fait participer quoi? Les facteurs de risque. Ensuite, qu'est-ce qui s'incruste dans l'espace sous-endothélial? C'est du cholestérol, c'est du LDL qui va s'incruster, qui va être oxydé, etc., etc. Bon, vous connaissez le scénario. Donc, en réalité, le paramètre biologique qui va constituer cette chape lipidique de la plaque athéromateuse, c'est du cholestérol et c'est du LDL. Le triglycéride a pour rôle il a comme effet thrombogène, c'est-à-dire qu'il va augmenter la viscosité sanguine et qui va majorer le risque thrombogène. Donc, c'est pour ça que quand on lit les recommandations, c'est pas compliqué, c'est que à chaque fois que j'ai un patient à risque cardiovasculaire, ça veut dire quoi? Un patient qui a des facteurs de risque. Un patient à risque cardiovasculaire, mon premier objectif, c'est d'aller neutraliser l'excédent de LDL cholestérol. Et ce n'est que lorsque j'ai réussi cet objectif que je regarde le taux de triglycérides. Ensuite, les patients qui ont des hypertriglycéridémies majeures d'origine familiale et génétique, ces patients-là, ils sont très jeunes et ils ont un taux de triglycérides. Oui, il faut intervenir, mesure génodiététique, parce que l'apport de l'alimentation va majorer l'hypertriglycéridémie, mettre éventuellement un traitement à base de fibrate, à condition qu'il n'y ait pas de facteur de risque. Parce que s'il y a des facteurs de risque, oui, ce patient va se compliquer et j'ai raté le coche parce que je me suis occupé du triglycéride, mais pas du cholestérol. Alors que l'acteur principal du scénario de l'athérosclérose, c'est le cholestérol. Par contre, chez ces patients-là, pourquoi ils se compliquent dans le temps? Ils sont jeunes, ils font des hyper-TG. Cet excédent de triglycérides, il va s'incruster où? Là où il y a de la circulation, c'est-à-dire tous nos muscles. Le cœur va être engraissé et on assiste à une véritable stéatose cardiaque, stéatose hépatique, stéatose musculaire égale quoi?
égale insulinorésistance. S'il y a insulinorésistance, égale quoi? Égale état prédiabétique, état diabétique. C'est-à-dire que ces sujets-là, si je ne les traite pas correctement et efficacement initialement, ils vont se compliquer d'un diabète et ils deviennent des patients à haut risque cardiovasculaire et ils vont faire des complications plus précocement avec une espérance de vie significativement réduite. Donc oui, ça va de soi. L'être humain, ce n'est pas un cheveu, ce n'est pas un orteil, c'est un tout. Et on doit avoir une vision et prise en charge holistique, donc globale, des différents paramètres. Pour ce qui est du tout, on a parlé du tout, sachant qu'en parlant de triglycérides, la première chose qui me vient en tête, c'est le NASH syndrome. Ce qui veut dire que si c'est des malades qui sont depuis très longtemps sous hypertriglycéridémie, normalement, ils vont finir par faire un NASH syndrome. Pourquoi on ne conseille jamais, plutôt jamais, on ne conseille souvent pas d'explorer le foie dans nos bilans quotidiens qu'on fait? Alors, en réalité, quand on voit un peu les recos, le bilan hépatique est systématique aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on a un patient à risque cardiovasculaire, le bilan hépatique fait partie de l'évaluation du risque du patient. En l'occurrence, les azates, les alates, les gamma-GT, phosphatase alcaline. Donc ça, c'est des paramètres à mesurer. Et idéalement, à chaque fois qu'on n'a pas forcément un bilan enzymatique perturbé, même quand on a des gamma-GT un peu élevés, il faut aller regarder si le foie n'est pas déjà surchargé de graisse. Et on sait pertinemment qu'aujourd'hui, que dans l'entité NAFLD, NAFLD c'est Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, dans l'entité NAFLD, il y a la stéatose hépatique simple, qui est une ballonisation des hépatocytes due à cette agression d'acide gras, donc des triglycérides, et que si on laisse faire les choses vont évoluer, et que cette agression va laisser place à quoi? Une agression qui dure dans le temps, elle va laisser place à une réaction inflammatoire. Le rôle de cette réaction inflammatoire, c'est la restitution ad intégram du tissu initial, ça veut dire qu'elle va essayer de rétablir un parenchyme hépatique agressé, mais toute inflammation qui perdure dans le temps, elle va laisser place à quoi? À un tissu cicatriciel. Tissu cicatriciel dans le foie, c'est de la fibrose, ça veut dire qu'on est déjà dans les débuts de l'histoire de la cirrhose et que, inévitablement, si on ne fait rien, ce patient va évoluer vers une cirrhose et, en l'occurrence, vers un risque de dégénérescence par un carcinome hépatocellulaire, et pas que, puisque les patients qui ont une stéatose hépatique, ils ne sont pas qu'à risque de développer une cirrhose, qu'à risque de développer un carcinome hépatocellulaire, ils sont également à risque cardiovasculaire et c'est prouvé. On a une majoration, quand on a une simple stéatose hépatique, la majoration du risque cardiovasculaire, elle est de 47%. C'est pas rien, 47%. Et quand on a de la fibrose déjà installée, le risque cardiovasculaire est multiplié par 2,5, au même titre qu'une hypertension artérielle et éventuellement qu'un diabète. Donc vous voyez que le risque augmente très rapidement. Et c'est pour ça qu'encore une fois, un être humain ou un patient, ce n'est pas un cheveu, ce n'est pas un orteil, c'est un tout. Oui. Docteur, concernant un malade qu'on reçoit diabète HTA, qui n'est pas sous statine, et j'ai un bilan qui est hors objectif. Estradé à haut risque, comme ce patient, avec un objectif à 0,7, et j'ai un LDL à 1,24 par exemple, ou 1,30. Est-ce que je le mets à forte dose directement ou je travaille étape par étape? Je donne une dose, mi-dose de la dose forte, par exemple 40 de la Torva ou 10 de Resiva. Je évalue après à 3 mois, je la dose. La première. La deuxième, concernant la tolérance des statines chez les patients diabétiques hypertendus, la surveillance et les démarches, comment faire devant l'apparition d'une élévation des CPK. Très bien. Alors, chez un patient, on dit donc, premier objectif, c'est stratifier le risque. C'est pas compliqué quand on a un patient diabétique qui en plus a un seul facteur de risque, c'est déjà un patient à haut risque cardiovasculaire. Donc un diabétique hypertendu, a fortiori, il est à haut risque cardiovasculaire, au moins. Parce qu'après, il faut voir s'il n'y a pas d'autres atteintes. Dans la mesure où il est à haut risque cardiovasculaire, on nous dit, idéalement, c'est de faire baisser le LDL cholestérol en dessous de 0,7 g par litre, ou au moins de le faire baisser de 50% de sa valeur initiale. Et quand on regarde un peu dans la littérature, on nous dit que 2 statines permettent de réduire d'au moins 50% le LDL cholestérol. C'est la torvastatine à partir de 40 et la Rosuva à partir de 20. Mais pour être honnête, dans l'étude Cepheus, qui a été donc réalisée, l'Algérie a fait partie de l'étude Cepheus. Dans l'étude Cepheus, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la population algérienne était spécifiquement sensible aux statines. Ça veut dire que oui, chez un patient
pour lequel je dois baisser d'au moins 50% le LDL cholestérol, de prime abord, si je suis les recommandations, je vais le mettre, si je décide de le mettre sous Atorva, c'est au moins 40. Si je décide de le mettre sur Rosuva, c'est au moins 20. Mais on a remarqué que parfois en mettant, par exemple, à titre exemple, je mets 20 mg d'atorvastatine, j'ai une baisse drastique du LDL cholestérol. Ça marche. Donc oui, ça c'est à vous qui êtes sur le terrain d'optimiser en fonction de votre patient. Moi, si c'est un patient qui est jeune, qui a un taux d'LDL cholestérol, par exemple, à 1 g 90, 2 g, je n'hésiterai pas à mettre d'emblée du 20 mg de rosuvastatine, par exemple. Par contre, si j'ai un sujet qui est âgé, 70 ans, ou 69 ans, ou 75 ans, qui a un LDL cholestérol à 1 g 60, mais qui est à risque cardiovasculaire élevé, j'y vais mollo, je vais mettre probablement plutôt du 10 si je suis dans la Rosuva, ou même si je suis dans la Torva, je vais mettre du 10, et puis je fais une titration au fur et à mesure que je revois mon patient. Bien sûr, la première surveillance, en fonction du niveau de risque, si je suis devant un patient à haut risque, serait plutôt 4 semaines plus tard, et non pas 3 mois après. Au bout de 4 semaines, je fais un bilan hépatique et mon bilan lipidique. Si l'objectif est atteint, ben c'est tout gagnant, avec simplement une dose modérée au lieu que ce soit une dose élevée. Maintenant, si je ne suis pas à l'objectif, je fais une titration de la dose. Alors juste pour faire un peu la part des choses, on ne devrait pas parler de dose pour parler d'objectif. On doit parler d'intensité. Parce que l'intensité forte, l'intensité modérée ou l'intensité faible est définie comme suit. Une intensité forte, c'est la statine qui me fait baisser d'au moins 50% le taux d'LDL cholestérol par rapport à sa valeur initiale. L'intensité modérée, c'est entre 30 et 50. Ça, c'est une intensité modérée. C'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit la simvastatine ou la atorvastatine à 10, etc. Ensuite, l'intensité faible, c'est celle qui fait baisser donc modestement le LDL, moins de 30% de sa valeur initiale. Au bout de combien de mois la surveillance? Alors, ce que je disais, si c'est un patient qui a haut risque cardiovasculaire, idéalement, c'est de le voir au bout d'1 mois. Après, si on est dans la titration des doses, à chaque fois qu'on augmente une dose de statine, il faut refaire un bilan hépatique 4 semaines plus tard pour vérifier si on ne sent pas dans la toxicité hépatique. Qu'en est-il des enzymes musculaires? Ce n'est pas systématique, les enzymes musculaires. À l'inverse des enzymes hépatiques. Les enzymes musculaires, on doit les doser si on a une symptomatologie évocatrice. C'est-à-dire si mon patient, en mettant 10, 20 de Rosuva, revient avec des symptômes en disant j'ai des myalgies, j'ai une asthénie musculaire, etc. Là, je fais un dosage des CPK. Et lorsque les CPK sont supérieurs ou égaux à 5 fois la limite supérieure de la normale, là, je reconsidère mon patient en me disant est-ce que d'abord, il n'y a pas une raison pour laquelle mon patient a développé des symptômes d'intolérance? Quelles sont les raisons? Ça peut être une hypovitaminose D, donc un déficit en vitamine D. Ça peut être une maladie rénale, ça peut être une hypothyroïdie que je n'ai pas su diagnostiquer à temps. Vous voyez, donc il y a un terrain qui prédispose le patient à l'intolérance aux statines, intolérance musculaire. Une fois que j'ai éliminé d'éventuelles causes, à ce moment-là, je revois l'indication de ma statine, si elle est bien sûr bien posée. À ce moment-là, il y a 2 façons de faire, où je descends dans la dose, donc je réduis la dose, je revois le patient 4 semaines après, je refais un dosage des enzymes hépatiques. Si on est entre 3 à 5 fois la limite supérieure de la normale, si on est à 5 fois et plus, il faut arrêter la statine. On arrête pendant 4 à 6 semaines, donc 1 mois, 1 mois et demi. On refait le bilan enzymatique. Si le bilan enzymatique s'est normalisé alors qu'il y a une indication à la statine, je remets une autre statine. À ce moment-là, en général, on va choisir les statines qui ne passent pas par le même cytochrome P450. C'est-à-dire, si j'ai mis de la Torva, je vais choisir, ou de la Simva, puisqu'elle passe par le même cytochrome P450, je vais aller choisir par exemple, la fluvastatine, ou la pravastatine, ou la rosuvastatine. Et inversement. D'accord? Donc, je switch d'une statine à une autre en commençant par de faibles doses pour être moins agressif possible, et puis en faisant une titration progressive en fonction du niveau de risque de mon patient. Oui. Oui. Docteur Hellel, est-ce qu'on peut associer une statine à une fibrate? Oui. Alors oui, la question est oui, hein, vous l'avez bien vu dans les recommandations. Une fois que j'ai atteint mon objectif d'LDL et que mon taux de triglycérides reste supérieur à 2 grammes par litre, je suis en mesure de rajouter un fibrate associé à la statine, bien sûr avec une surveillance particulière, que ce soit la surveillance des enzymes hépatiques, éventuellement être très à l'écoute du patient vis-à-vis d'une symptomatologie musculaire. Le tout, c'est de bien surveiller le patient, un peu plus vigilant que lorsqu'on met une monothérapie simple, que ce soit fibrate ou statine. Par contre, ce que je n'ai pas dit peut-être dans les recos,
c'est que si demain nous aurons l'écosapentaenoïque acide dans le marché algérien, c'est intéressant parce que l'écosapentaenoïque acide, on le met en plus de la statine, non pas à partir de 2 grammes de triglycérides, mais à partir de 1,35. C'est intéressant. À partir de 1,35 de triglycérides, nous sommes en mesure de rajouter l'écosapentaenoïque acide pour renforcer d'abord l'action de la statine, mais en plus, ça nous permet d'améliorer le HDL et de faire baisser le taux de triglycérides. Pourquoi on peut rajouter l'écosapentaenoïque à partir de 1,35? Parce que d'un point de vue tolérance, c'est mieux toléré que lorsqu'on associe statine et fibrate. On est plus safe, on est plus plus sécurisé, et donc à ce moment-là, ça nous permet d'agir sur le risque résiduel à un taux beaucoup plus bas que celui toléré pour les fibrates.